Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation à ce webinaire dédié à la marketplace. Ce terme nous évoque trop souvent de grandes plateformes telles qu'Amazon, Leboncoin ou Cdiscount, alors qu'il s'est maintenant largement développé et s'est élargi notamment au secteur du B2B. Afin de décrypter ce modèle économique et répondre à vos questions pour vos éventuels projets, nous avons réuni aujourd'hui 3 experts pour vous autour de la table. Nous avons Romain Godard, expert marketplace chez Wizaplace. Bonjour. Cynthia Depaz, spécialiste de l'expérience utilisateur UX chez Weave. Bonjour. Et Eric Dangréo, expert des paiements en ligne pour Paysurf. Bonjour. Nous animerons ce webinaire avec Julien Giganon. Bonjour. Et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conférence, de nos interventions, dans le chat qui se situe à droite de votre écran. Dans un premier temps, Romain, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la marketplace et surtout les intérêts qu'elle représente pour une entreprise? Oui, bien sûr, Lisa Pauline. Alors déjà, pour bien comprendre ce qu'est une marketplace est un site e-commerce en fait multivendeur. Donc c'est un modèle de site e-commerce de vente en ligne sur lequel en fait on va agréger plusieurs vendeurs et à qui on va déléguer la gestion opérationnelle, on va dire, des ventes sur la marketplace. Alors aujourd'hui, on est entouré de marketplaces. Vous avez certainement fait vos derniers achats sur des marketplaces. On connaît bien sûr Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty pour les plus connus. On peut aussi considérer que Blablacar est une marketplace de covoiturage, que Uber est une marketplace de VTC, Encore Store, qui a levé beaucoup de fonds récemment, est une marketplace B2B à destination des commerçants. Back Market est une marketplace de produits reconditionnés. Donc voilà, en fait, l'idée pour un retailer ou un e-commerçant de lancer une marketplace, c'est d'agréger des vendeurs tiers à son offre pour créer en fait une plateforme sur laquelle le consommateur va trouver tout ce qu'il recherche. Donc le e-commerçant peut être vendeur sur sa marketplace et peut bien sûr agréger des vendeurs tiers qui vont venir compléter l'offre initiale de la plateforme. Donc ça, c'est un modèle pour le e-commerce. Il y a aussi des modèles un petit peu différents pour les marketplaces. On parle beaucoup de marketplaces dans l'économie circulaire en ce moment et dans le B2B, comme l'a mentionné Lisa Pauline. On va pouvoir monter des plateformes peut-être de seconde main pour recycler des produits, optimiser des stocks ou donner une seconde vie à des produits déjà utilisés. Pourquoi créer une marketplace? En principe, en fait, on va déléguer, comme je le disais, l'ensemble des aspects opérationnels aux vendeurs tiers. Ça veut dire que c'est un modèle qui est très scalable. On va pouvoir agréger plein de vendeurs tiers qui vont gérer en fait la gestion du catalogue, les ventes, les stocks, la livraison, le SAV, si bien qu'en fait la personne qui monte une marketplace peut très vite constituer une offre très conséquente, déléguer en fait l'ensemble de la gestion des ventes à ses vendeurs tiers et constituer voilà, une plateforme sur laquelle on va trouver beaucoup de produits sans avoir à prendre beaucoup de risques en termes d'achat, de stockage, de logistique, puisque ce sont les vendeurs tiers qui vont s'en occuper. Donc, c'est un modèle qui est très scalable, d'où les levées de fonds assez monstrueuses récentes de boîtes comme Back Market ou comme Encore Store, qui lèvent énormément de fonds parce que la scalabilité en fait, du modèle est relativement sans limite. Merci pour ta réponse. Eric, si on se positionne et qu'on se met à la place des clients qui sont déjà présents en e-commerce, quel serait justement l'intérêt pour eux d'avoir un projet de marketplace? Alors, moi, je vois plusieurs intérêts ou avantages de passer du modèle e-commerce au modèle marketplace. Je vais en prendre 3 principaux. Le premier, c'est l'élargissement du catalogue d'offres, donc du catalogue de produits ou de services, avec des fournisseurs ou des partenaires qui vont venir embarquer sur la place de marché et proposer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Je prends un exemple, par exemple un site de e-commerce de matériel pour véhicules utilitaires qui propose des galeries, des attelages, des équipements intérieurs, va pouvoir élargir sa gamme en proposant des produits ou services qui nécessitent peut-être une compétence particulière ou un agrément particulier. Par exemple, l'installation de caisses frigorifiques, le lettrage des véhicules ou l'installation d'un système de géolocalisation de flotte. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le catalogue, d'ouvrir les services en demandant à des fournisseurs tiers qui ont peut-être une compétence bien particulière de venir enrichir l'offre du catalogue. Le deuxième intérêt, c'est aussi d'ouvrir à une clientèle plus large. Si je reprends mon exemple de véhicule utilitaire,
pourquoi pas, après avoir essayé de toucher un public de professionnels, véhicules utilitaires, se dire bah, je veux peut-être ajouter à mon catalogue des housses, des tapis de sol qui sont des produits qui peuvent être également achetés par des particuliers. Et donc, deuxième intérêt, ça peut être d'ouvrir à une nouvelle clientèle, de passer du B2B à du B2C en faisant les deux sur le même site ou sur deux accès peut-être distincts sur la plateforme. Donc ça, c'est le deuxième intérêt. Le troisième intérêt, c'est aussi d'être la référence dans son domaine, ce qu'on appelle le guichet unique ou encore en anglais le one-stop shopping, c'est-à-dire qu'on sait que sur cette place de marché, le client va trouver tous les produits ou tous les services dans un domaine bien particulier. Je reprends mon exemple du véhicule utilitaire. Je sais qu'en allant sur cette plateforme, je vais trouver toute la palette de produits ou de services. Et donc, moi, chef d'entreprise, avec ma flotte de véhicules, bah, je sais que sur ce site-là, je vais pouvoir répondre à mon besoin. Voilà les trois principaux intérêts ou avantages que je vois de passer du site e-commerce monovendeur à la place de marché. Et je dirais, il y en a même un quatrième qui peut être bah, comment tester un produit ou un nouveau service sans trop investir. Bah, je vais demander à un fournisseur tiers ou un partenaire de venir faire, disons, de lancer une nouvelle activité, un nouveau produit sur ma marketplace. Et ça me permet de voir si à terme, c'est un produit que je vais récupérer ou pour lequel je vais acquérir la compétence et être en mesure de le proposer de mon propre chef. Donc voilà les 3 ou 4 principaux intérêts, avantages de passer d'un mode e-commerce à un mode marketplace. Merci Eric pour ces informations. Cynthia, pour toi, donc, quel est l'intérêt pour le client final d'utiliser une marketplace? Alors l'intérêt, il y en a plusieurs. Je dirais que le principal, c'est le nombre de produits, de services, de solutions que l'on va retrouver, sur la plateforme. On va pouvoir faire tout son shopping sur une même plateforme sans avoir à changer de site internet. Un autre intérêt, c'est aussi, de pouvoir comparer différents produits sans avoir à changer de boutique en ligne. Donc là, je vais pouvoir choisir le meilleur rapport qualité-prix pour mon produit, mais aussi je vais pouvoir, choisir le vendeur que j'ai sélectionné pour faire mon achat. En plus de ça, je vais pouvoir bénéficier des avis d'autres internautes qui ont fait un achat avant moi et de la communauté pour m'aider à faire mon achat. Puis l'autre intérêt qui est quand même considérable, c'est le gain de temps. Plus besoin de rechercher dans une multitude de sites internet, j'ai tout ce qu'il me faut sur la plateforme et puis la plateforme va elle-même me proposer des produits ou des solutions qui peuvent m'être utiles dans mon achat. Si je prends un exemple, je suis constructeur de meubles, je vais pouvoir proposer sur ma plateforme à mes clients d'autres solutions, comme par exemple la décoration qui peut y être associée, de l'art de la table ou autre chose. Et puis aussi un service pour faire le mix des deux. Je vais pouvoir proposer des artisans, par exemple, locaux qui vont venir directement installer mes meubles. Donc pour le client, effectivement, c'est un gain de temps énorme et une facilité d'achat. Très bien, bah, merci. Toujours pour Parfait. toi, Cynthia, en complément de ces informations, pour toi, qu'est-ce qu'une expérience en ligne réussie, enfin pour le client final? Mmh. Alors, qu'est-ce qu'une expérience en ligne réussie? Déjà, ce qui paraît important, c'est d'expliquer en quoi, l'expérience client réussie est importante pour la transformation. Bien, tout simplement, l'expérience client, c'est celle qui va faire passer, l'internaute du statut de prospect à celui de client et j'irai même plus loin, c'est aussi cette expérience client qui va faire que je vais ajouter de plus en plus de produits à mon panier et du coup, faire croître mon panier moyen. Donc ça, c'est hyper important de se concentrer là-dessus. Donc comment faire pour avoir une expérience client réussie? Peut-être, 6 conseils qui me paraissent importants, mais il y en a évidemment d'autres. Alors le premier, ça serait de créer de la confiance. La confiance est un élément clé aujourd'hui, sur internet. Déjà, il faut que votre site internet, votre plateforme de marque, respecte les standards, les codes du web. Comme par exemple, ça va être un menu en haut de page, un logo en haut à gauche ou au centre. Le fait de pouvoir revenir sur la page d'accueil
quand je suis sur une autre page. Tout ça, ça va créer un environnement familier pour l'utilisateur qui a déjà retrouvé ça sur d'autres sites et ce qui est familier est aussi, rassurant pour l'utilisateur. Important aussi, utiliser les réassurants. Sur une place de marché, on va proposer différents modes de livraison, différents modes de paiement. Donc là, il faut le spécifier et donner l'information à l'utilisateur. On va noter livraison offerte, expédition en 48 heures, satisfait ou remboursé. Tout ça, ça va faciliter l'achat de l'utilisateur. Le dernier point, ça serait de rendre aussi visibles les informations de contact. Si j'ai un numéro de téléphone, si j'ai une adresse mail, tout ça va faire que l'utilisateur se dit ils n'ont rien à cacher, je peux les contacter et ça va favoriser la vente et l'achat avant, pendant et après l'acte d'achat puisque le client peut interagir directement avec vous. Donc ça, tous ces éléments créent un environnement de confiance qui est très important pour l'utilisateur. Le deuxième conseil, ça serait d'être crédible et lisible. D'être crédible et lisible. Qu'est-ce que c'est? Présenter qui vous êtes, quelle est votre plus-value, quelle est votre place de marché? Aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas avant, mais l'utilisateur a besoin de savoir à qui il achète, de comprendre quelles sont vos valeurs, quel est votre engagement pour pouvoir s'y identifier. Inconsciemment, l'internaute va favoriser l'achat chez vous s'il adhère à vos valeurs et à votre engagement, plutôt que sur une autre plateforme où il ne sait pas qui y a derrière. Donc ça, c'est hyper important, se présenter, peaufiner son identité de marque et son image et surtout ne pas mentir ou ne pas surjouer. Ce qui revient aussi à être cohérent et transparent tout au long du site web. Donc ça, c'est hyper important pour une place de marché puisqu'il y a de multiples vendeurs et il faut pouvoir maîtriser la cohérence du site internet dans sa globalité. Donc par exemple, si vous proposez une maroquinerie de luxe, n'hésitez pas à renseigner, à tracer vos cuirs par exemple pour être gage de qualité et puis soyez cohérent tout au long de la chaîne. C'est-à-dire qu'il faut remplir les fiches produits de manière premium, mais évidemment, il faut que vos visuels aussi le soient pour être cohérents sur toute la ligne. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième, soyez visible sur le web. Aujourd'hui, la place de marché, c'est un outil, mais c'est surtout une opportunité de business et on doit être visible sur le web. Si on a un super bel outil, mais que personne ne vient le visiter, ça ne sert à rien. Donc soignez votre position sur Google, donnez des avis à vos clients, soignez le référencement, mais aussi un superbe canal d'acquisition, c'est les réseaux sociaux. Choisissez un ou plusieurs réseaux sociaux qui sont en cohérence avec votre marché et soyez présents pour rassurer aussi toujours vos utilisateurs et les faire passer à l'action. Quatrième point, le design. Qui n'est pas arrivé sur un site internet en disant ouh là, qu'est-ce que c'est là, je m'y retrouve pas, je vais pas acheter. Il faut savoir que 94% des utilisateurs aujourd'hui font leur première impression sur le design d'un site internet. Il n'y a rien de moins professionnel qu'un site qui ne paraît pas bien terminé, pas abouti. Donc ça peut être un énorme frein à l'achat. Donc soignez vos textes, vos logos, les boutons de passage à l'action, tout doit être de manière identique et uniforme. Soignez le design et aussi attention au niveau design de ne pas en faire trop, ça c'est important, puisque si on en met un peu de partout, on va avoir des éléments qui vont au contraire bloquer l'achat. Cinquième et avant-dernier conseil, on est avant tout ici pour vendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est faciliter l'achat du consommateur. On va créer un tunnel de conversion qui soit simple et lisible, fluide, pour faciliter l'action d'achat. Donc, ce tunnel de conversion, on va guider l'utilisateur de bout en bout. C'est-à-dire, au départ, on peut utiliser la personnalisation. Par exemple, avoir une géolocalisation qui retrouve le consommateur, proposer des produits associés à ce qu'on a déjà cherché. On peut mettre des FAQ, par exemple, dans la fiche produit pour répondre aux questions que le consommateur pourrait se poser, mais aussi soigner tout le tunnel de conversion
pour qu'il soit sans douleur, tout le tunnel de conversion vers le panier et soigner le panier, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'abandon qui se passe à ce niveau-là. Il y a plein de pain points, comme on dit, à ce niveau-là. Donc, soigner absolument ce niveau-là. Et puis, demander des avis, puisque quelqu'un nous recommande ce produit ou ce service ou cette solution, on va être susceptible d'acheter. Le dernier point, c'est d'avoir en tête et d'avoir une optique mobile first. Aujourd'hui, on sait que la majorité des actions que l'on fait, la majorité des achats, on le fait sur notre smartphone. Donc, que vous ayez une cible B2B ou B2C, de toute façon, le consommateur est habitué à aller chercher et passer à l'action sur l'achat. Donc, le design et puis la version de la plateforme doit être parfaitement adapté à une utilisation mobile, tout simplement. Voilà pour les 6 points, j'espère que ça sera utile. Très complet, merci. Merci Cynthia. Et pour compléter ces conseils de visibilité, de parcours client, Romain, est-ce que tu pourrais nous donner quelques informations sur le schéma de fonctionnement d'une marketplace et par expérience nous donner des facteurs clés de succès? Oui, bien sûr. Alors, déjà, une marketplace, c'est un moyen de mise en relation entre des vendeurs d'un côté et des acheteurs de l'autre côté. Donc, on est sur ce qu'on appelle un two-side market sur une marketplace. Ça veut dire qu'on a affaire à plusieurs vendeurs qu'on met en relation avec plusieurs acheteurs. Donc, dans une marketplace, en fait, il y a 3 rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de l'opérateur de la marketplace. Donc, demain, vous lancez une marketplace, vous êtes opérateur de cette marketplace. Donc, en tant qu'opérateur de cette marketplace, vous allez définir en fait l'offre qui va constituer la marketplace. L'opérateur a un rôle de modérateur. Ça veut dire que l'opérateur, il va décider de quel vendeur il agrège dans la marketplace. Il va définir les catégories de produits qu'il va mettre en place dans sa marketplace. Il va avoir la possibilité d'accepter, refuser des produits dans la marketplace si ça ne colle pas avec sa proposition de valeur. Et puis l'opérateur, il va être omniscient sur cette marketplace. Il va voir tout ce qui se passe en fait dans la marketplace au niveau des commandes, des ventes, des promotions qui sont faites par les vendeurs. Donc ça, c'est le premier rôle. Donc en fait, on parle d'un rôle d'opérateur ou de modérateur de la marketplace. Ensuite, donc on a un rôle de vendeur où en fait la marketplace, par définition, agrège en fait plusieurs vendeurs sur une même plateforme. Donc chaque vendeur a un espace qui lui est propre pour pouvoir pousser son catalogue, gérer ses ventes, gérer sa comptabilité, gérer ses promos, ses livraisons, ses retours, son SAV, etc. Donc, il y a un rôle aussi de vendeur dans la marketplace. Et puis enfin, il y a un rôle pour les clients qui sont les acheteurs. Donc là, les clients ont accès à la partie visible en fait, de la plateforme. Quand vous vous connectez sur Amazon, vous avez accès à la partie visible d'Amazon sur laquelle vous pouvez constituer un panier, payer, choisir vos modes de livraison, communiquer avec le vendeur, retrouver vos factures, les commandes passées, etc. Donc, il y a vraiment déjà ces 3 rôles à bien assimiler sur toutes les marketplaces. Toutes les marketplaces fonctionnent sur ce schéma. Opérateur qui est omniscient, qui gère l'ensemble de la plateforme. Vendeur qui pousse ses produits, qui gère ses commandes. Et acheteur qui achète, qui passe ses commandes et qui se fait livrer. Ce qui est assez spécifique, on va dire, sur le modèle de marketplace, c'est le modèle économique. Ça veut dire que l'opérateur, en fait, se rémunère de 2 façons en général. Soit il fait payer des abonnements aux vendeurs, donc il va proposer aux vendeurs de vendre sur sa marketplace contre un abonnement mensuel ou annuel, peu importe. Soit, et c'est très commun, l'opérateur va prélever des commissions sur les ventes. Donc ça veut dire que sur chaque vente passée dans la marketplace, l'opérateur prélève une commission qui est en général entre 10, 15, 20, 25% pour certaines catégories de produits. L'idée avec ça, en fait, c'est que quand on parle de volume d'affaires d'une marketplace, une marketplace peut faire des millions de volumes d'affaires, mais le chiffre d'affaires réel, en fait, de l'opérateur ne correspond pas à ce volume d'affaires réel, global, mais seulement au pourcentage qu'il aura prélevé sur les ventes. C'est pour ça qu'il y a un modèle économique qui est un petit peu spécifique, avec souvent voilà, ces deux cas de modèle économique qu'on retrouve, à savoir l'abonnement pour les vendeurs et la commission sur les ventes. En ce qui concerne les facteurs clés de succès pour lancer une marketplace, en fait, il faut bien comprendre que la marketplace, du coup, elle se décompose en 3 aspects. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le website, ou en tout cas le site web, la plateforme, avec sa proposition de valeur. Qui suis-je en tant que marketplace? Pourquoi je lance cette marketplace? Quelle solution je viens apporter sur le marché avec ma marketplace? Pourquoi est-ce que des vendeurs viendraient vendre sur la marketplace? Et pourquoi est-ce que des clients viendraient acheter sur la marketplace? Donc, il y a une proposition de valeur à trouver. Et cette proposition de valeur, elle se matérialise à travers un catalogue avec des produits. Quels produits je vais vendre sur cette marketplace? Et à travers de fonctionnalités.
qui vont faciliter en fait la vie de mes vendeurs et de mes acheteurs. Donc, quelles fonctionnalités je vais mettre dans ma marketplace et surtout, quelles fonctionnalités je vais mettre pour ne pas me faire court-circuiter par mes vendeurs, pour que mes vendeurs et mes acheteurs restent sur la plateforme. Donc ça, c'est ma proposition de valeur qui se décline du coup beaucoup sur mon branding, mon catalogue et mes fonctionnalités clés. Ensuite, un deuxième facteur clé de succès, c'est la stratégie vendeur. La valeur d'une marketplace réside dans son offre. L'offre de la marketplace, c'est fondamental et du coup, la stratégie pour embarquer les vendeurs est fondamentale. Comment est-ce que je vais pitcher ma marketplace à mes vendeurs? Comment est-ce que je vais recruter mes vendeurs? Comment est-ce que je vais les embarquer dans ma marketplace en fonction aussi de leurs différents niveaux de digitalisation? Et ensuite, comment je vais les fidéliser pour qu'ils puissent rester sur la marketplace et pour qu'ils puissent faire du business en fait sur la marketplace. Donc, ça passe aussi par le modèle économique que je vais mettre en place. Il ne faut peut-être pas avoir un modèle économique trop agressif au départ, sinon je ne vais pas avoir de vendeurs. Donc, la stratégie vendeur est fondamentale. Enfin, il y a un autre facteur clé de succès qui est la récurrence d'achat. Comme je l'ai dit, le chiffre d'affaires de la marketplace qui tombe dans la poche de l'opérateur ne correspond pas au volume global d'affaires. C'est seulement le pourcentage sur les ventes. Donc, pour qu'une marketplace soit rentable, il faut qu'il y ait beaucoup de ventes, un volume d'affaires assez important. Il faut qu'il y ait une récurrence d'achat qui soit importante. Pourquoi? Pour faire baisser en fait le coût d'acquisition client. Donc, cette récurrence d'achat est fondamentale. Et puis, si je peux en citer un dernier de facteur clé de succès, je dirais que le métier d'opérateur est un métier relativement nouveau, le métier d'opérateur de marketplace, j'entends. C'est très important de se lancer très rapidement sur le marché. Un projet de marketplace doit être un projet business. On doit solutionner une problématique business. On ne doit pas tomber dans un projet technologique. Les marketplaces sont des systèmes assez complexes en termes de techno. Si on tombe dans un projet techno, on risque de tomber sur un projet très long, très coûteux, trop risqué, alors qu'il faut très vite se projeter sur le marché, embarquer des premiers vendeurs, embarquer des premiers clients sur un écosystème minimum viable avec quelques vendeurs, quelques produits et quelques clients, tester un petit peu l'appétence du marché, écouter au maximum les retours des premiers utilisateurs pour après définir quelles seront mes fonctionnalités qui vont faire la différence sur mon marché. Donc voilà, se lancer assez rapidement, itérer ensuite pour apporter des fonctionnalités qui servent à mes utilisateurs, avoir une grosse récurrence d'achat, avoir une très forte stratégie pour embarquer les vendeurs et une stratégie très claire avec un pitch très clair et un modèle économique très séduisant pour les vendeurs. Et puis enfin, évidemment, avoir une proposition de valeur avec un vrai market fit parce qu'on vient apporter une solution et ça, c'est évidemment fondamental. Alors, c'est fondamental d'embarquer les vendeurs, mais si on se met de côté vendeur, justement, est-ce que c'est pas un peu risqué de vendre leurs produits à côté de ceux de leurs concurrents? Alors, ça, c'est un peu le paradigme de la marketplace. En fait, il faut savoir que la plupart des verticales des marchés vont se faire disrupter par des marketplaces. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a des marketplaces dans tous les secteurs, dans la mobilité, dans les RH, dans la santé, le bricolage, le reconditionné, etc. Donc, on est sur une logique aussi de winner takes all, c'est-à-dire que le premier qui y va retourner son marché et va prendre son marché. Aujourd'hui, évidemment, il y a des marketplaces qui embarquent des produits concurrents. C'est le cas des marketplaces comme la Fnac, Darty. C'est la stratégie, c'est de créer un one-stop shop, comme disait Eric, où on va en fait agréger un maximum d'offres pour que le client puisse trouver tout ce qu'il veut. Donc là, la stratégie, effectivement, c'est d'embarquer des vendeurs concurrents. Après, est-ce qu'il vaut mieux embarquer des vendeurs concurrents et au final prendre des commissions sur les ventes que ne pas vendre du tout? L'idée, c'est que de toute façon, on va vendre des produits concurrents, mais on va vendre sur notre plateforme. Donc, on va vendre en fait en prenant une commission. Donc, c'est toujours plus intéressant. Surtout qu'en fait, la commission, quand on prend 15 ou 20% de commission sur la vente d'un produit concurrent, c'est possible que la marge nette soit beaucoup plus intéressante que quand on vend un produit nous appartenant. Parce que c'est de la marge brute, c'est de la marge nette. On prend 15% de commission sur une vente. Il n'y a pas de frais logistiques, il n'y a pas de frais SAV, il n'y a pas de frais de stockage. Donc, c'est aussi très intéressant. Après, toutes les marketplaces ne fonctionnent pas sur ce modèle où on vient forcément agréger des offres concurrentes. Ça peut être intéressant parfois d'agréger des offres complémentaires. Si par exemple, moi je suis fournisseur de matériel automobile, que je vends un certain type de matériel qui est stratégique pour moi et sur lequel j'ai une réelle expertise, je peux être intéressé peut-être pour compléter mon offre avec des produits complémentaires qui sont moins stratégiques pour moi, que je ne veux pas prendre le risque d'acheter, stocker ou déprécier. Et du coup, je vais proposer à des vendeurs complémentaires de venir embarquer sur ma plateforme. Ça me donne l'occasion de conserver en fait mes clients
sur mon environnement parce qu'ils vont trouver mes produits, mais aussi plein de produits complémentaires. Et puis, ça me donne l'occasion de prélever des commissions sur les ventes de ces produits additionnels. Donc, toutes les marketplaces ne sont pas sur cette logique d'agrégation d'offres concurrentes, mais quand bien même on souhaite agréger des offres concurrentes, on sait que toutes les marketplaces, tous les marchés vont se faire disrupter, comme je disais, avec des marketplaces. Il faut y aller. On retourne son marché, on prend le risque de vendre des produits concurrents, mais comme je disais, il vaut mieux vendre des produits concurrents que ne pas vendre du tout. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Si on se repositionne côté opérateur maintenant, Eric, je vois sur ton fond d'écran des mots-clés comme cantonnement. Est-ce que tu pourrais nous spécifier un peu plus les particularités qui sont liées aux moyens de paiement et à la réglementation côté marketplace? Oui, alors le paiement, c'est une brique importante dans la construction de la marketplace. C'est une brique qui, à la fois, doit être complètement transparente et sans douleur pour les acteurs. Alors, je parle bien des acteurs de la place de marché, mais qui, en même temps, doit apporter de la sécurité, de la fiabilité. Il ne faut pas que le paiement tombe en panne pendant les soldes ou que les datas de paiement soient envoyées au bout du monde, stockées sur des clouds qu'on ne sait pas. Donc, à la fois transparence, facilité, mais également sécurité et fiabilité. Donc ça, c'est un contexte général pour le paiement et on sait que pour un acheteur, on le sait tous, on pratique l'expérience utilisateur du paiement, ça doit être la plus fluide possible, la plus rapide possible, et pour permettre justement un bon taux de transformation. Que l'acheteur soit particulier ou professionnel, il doit se retrouver dans le parcours de paiement qu'il connaît et qui le rassure, et doit également retrouver les moyens de paiement qu'il utilise habituellement. Alors bien sûr, on parle souvent de carte de paiement, carte bancaire, mais par exemple en B2B, il va falloir proposer du virement ou du prélèvement qui sont des moyens de paiement beaucoup plus utilisés dans le B2B. Alors, euh, on ne peut pas, comme on vient de le voir, proposer les mêmes moyens de paiement en B2B qu'en B2C. Et il faut être en mesure de proposer une palette de moyens de paiement la plus large possible pour que l'acheteur soit à l'aise au moment de cet acte de paiement. Alors, j'ai beaucoup parlé d'acheteur, mais la singularité, si je peux employer ce mot, du paiement sur une place de marché, c'est qu'en vérité, il y a 3 acteurs qui interviennent, l'acheteur, le vendeur, mais aussi l'opérateur de la marketplace qui est partie prenante dans le paiement, puisque comme Romain l'a indiqué tout à l'heure, il va percevoir une commission qui va devenir son chiffre d'affaires. Et cette commission, il va la percevoir sur le flux entrant de paiement sur cette place de marché. Donc, les solutions de paiement sont très automatisées quand on parle de marketplace parce que l'opérateur doit pouvoir percevoir sa commission très facilement dans le flux de paiement, sans incident et sans couture, je dirais. Alors, c'est l'opérateur de la marketplace qui va orchestrer le paiement entre les différents acteurs et notamment, c'est lui qui va ventiler, grâce à des API, qui va ventiler les paiements vers les différents vendeurs quand on parle de panier multivendeurs. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je vais sur ma plateforme pour les véhicules utilitaires, je vais acheter du marquage, je vais acheter une galerie. C'est 2 vendeurs complètement particuliers. Il faut que les fonds soient redistribués rapidement et facilement vers ces 2 vendeurs. Et l'opérateur, lui, va percevoir sa commission sur chaque vendeur. Donc voilà un peu le contexte du paiement sur une marketplace avec 3 acteurs. Et il faut savoir que dans ce contexte, on parle d'encaissement pour compte de tiers. C'est-à-dire que l'opérateur de la marketplace va encaisser des fonds qui ne lui appartiennent pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette terminologie d'encaissement pour compte de tiers. Et ce type d'encaissement est réglementé par les autorités de régulation. En France, cette autorité s'appelle l'ACPR. Et donc, il faut être en mesure pour l'opérateur, d'être en conformité avec cette réglementation pour pouvoir
cantonner les flux, ventiler les flux et aussi faire des contrôles de lutte contre le blanchiment, de contrôle de conformité. Et idem, chaque vendeur, chaque marchand qui va être enrôlé sur la place de marché et qui, lui, attend son chiffre d'affaires rapidement, et ben, ces marchands vont également faire lieu d'un contrôle de ce qu'on appelle un KYC pour s'assurer que les fonds sont bien attribués à une entité qui existe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le paiement sur une marketplace, ça doit respecter tous les standards de fluidité, de facilité, etc. Mais il y a un aspect réglementaire qui est également à prendre en compte, puisque l'opérateur encaisse des fonds qui ne lui appartiennent pas. Merci Eric, merci pour cette information sur ces spécificités. On va poser une question qui va être générale pour tout le monde, autant pour Romain, Eric et Cynthia. C'est aujourd'hui, quand on veut débuter, on a peut-être des clients aujourd'hui en ligne qui veulent se lancer dans le projet e-commerce. Quel serait l'œil d'expert, les conseils que vous pourrez leur apporter? Je ne sais pas, on peut commencer par Romain. Si tu as des exemples, quels conseils tu pourrais leur apporter? Ouais, bien sûr. En fait, c'est un peu les mêmes que ceux que j'ai énoncés tout à l'heure, à savoir bien réfléchir à sa proposition de valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marketplaces sur le marché en B2C, en B2B de plus en plus aussi. On a beaucoup d'opportunités sur le B2B, de monter des marketplaces et de plus en plus. Il faut bien réfléchir à ce qui existe sur le marché et surtout quel est le niveau de digitalisation de mes vendeurs. Est-ce que ce marché est mature pour aller embarquer des vendeurs? Et est-ce que côté client, est-ce que la marketplace ou plus généralement le e-commerce répond à une vraie problématique? Là, il y a des positionnements à trouver. La proposition de valeur est fondamentale, comme je le disais. Et derrière, il faut qu'il y ait une vraie valeur pour les vendeurs parce que s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de marketplace. Donc déjà, se pencher sur cette proposition de valeur. Et puis ensuite, vraiment pas hésiter à se lancer rapidement avec un POC ou un MVP. Donc MVP, c'est Minimum Viable Product, un produit minimum viable. Quelque chose en fait d'assez basique, on va dire, en termes de fonctionnalité. Le fondateur de LinkedIn a dit quelque chose que j'aime bien. Il a dit si vous êtes fier de votre plateforme le jour où vous la lancez, c'est que vous l'avez lancée trop tard. C'est-à-dire qu'il faut quand même se projeter assez rapidement sur le marché pour vite tester l'appétence déjà des vendeurs en termes de digitalisation à pousser leurs produits sur une marketplace et à savoir jouer avec le digital. Et derrière, pour tester aussi l'appétence des clients, vérifier qu'il y a bien un marché pour cette marketplace et qu'on puisse trouver sa place au milieu d'une jungle déjà digitale qui commence à être fournie sur le B2C, qu'il est beaucoup moins sur le B2B, donc on a beaucoup d'opportunités sur le B2B en revanche. Merci, merci Romain. Et toi, Cynthia, donc on veut bien ton avis également, tes conseils d'experte sur le sujet pour se lancer. Oui, je compléterai ce qu'a dit Romain, je le rejoins totalement. Ça reste cette plateforme, ça reste un projet business. Donc avant de se lancer, effectivement, réfléchir à sa proposition de valeur, connaître sa cible et encore le projet, mais aussi pour faciliter cette nouvelle activité, penser à avoir déjà des partenaires fiables et que l'on connaît, des vendeurs qui vont être embarqués avec nous tout de suite au moment de la mise en ligne. Ne pas créer l'outil comme ça, dépenser aussi son argent et investir dans un produit si derrière on a un risque effectivement qu'il y ait personne qui nous suive, autant côté vendeur que côté client. Donc aussi réfléchir à toute sa stratégie d'acquisition, comment on va faire pour drainer du flux sur ma plateforme. Très bien, merci. Je t'en prie. Enfin, Eric, tu veux compléter tes conseils à toi d'expert pour que nos clients puissent se lancer? Pardon. Alors, mon conseil concernant le paiement, puisque c'est mon domaine, je dirais que c'est une brique qu'il ne faut pas minimiser, qu'il faut prendre en compte dès le démarrage du projet, parce que ça a un impact important sur les 3 acteurs de la place de marché. Et donc, penser tout de suite comment je vais traiter mon paiement sur ma place de marché. Est-ce que quel type de moyen de paiement je vais proposer? Sur quelle zone de chalandise ces paiements vont-ils être proposés? Donc voilà, ne pas minimiser cette partie qui est une brique importante dans la construction d'une marketplace. Très bien. Avant de rentrer donc dans les 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses, on va vous poser nous une question, enfin je pense qui intéresse également les internautes, c'est de savoir combien ça coûte, enfin si c'est quantifiable, parce que les projets sont différents bien sûr, et surtout quel est le temps, il y a des temps minimum peut-être, quel est le temps pour lancer une marketplace.
Voilà, je ne sais pas, Romain, si tu veux reprendre dans l'ordre, attaquer et donner ton point de vue, si c'est possible. Oui, bien sûr. En fait, alors bon, combien ça coûte? C'est une très vaste question. Il y a pas vraiment de juste réponse. Monter une marketplace, je pourrais donner une très large fourchette, mais ça ferait pas tellement sens. En termes de délai, en revanche, lancer une marketplace, en fait, ça dépend parce qu'on va déjà lancer la marketplace en tant que telle, c'est pas très compliqué. Wizaplace, par exemple, propose une solution qui est clé en main, donc qui permet très rapidement, en fait, en ready to use, d'appuyer sur un bouton et d'avoir une marketplace rapidement. Après, il faut compter le temps d'onboarder des vendeurs. Donc, entre le moment où on a la marketplace entre les mains en tant qu'opérateur et où, en fait, on a embarqué les vendeurs et qu'on est prêt à faire des ventes, il peut se passer un petit délai. Il y a des délais réglementaires, je laisserai Eric en parler plus en détail par rapport justement au paramétrage et en tout cas l'accréditation du prestataire de paiement. Mais on peut dire qu'une marketplace, pour une marketplace assez conforme à un périmètre standard, on va dire, on peut lancer une marketplace en 3 mois avec une solution clé en main, au moins sur la partie back-office. Après, si on cherche un front office, donc une partie visible de la marketplace pour les acheteurs, très customisée, avec énormément de personnalisation, de l'application mobile, des connecteurs avec un ERP, un CRM ou d'autres outils tiers, là, évidemment, c'est des projets qui sont plus complexes d'intégration et qui peuvent prendre plus de temps. On va dire que lancer une marketplace, ça prend entre 3 mois et 1 an à peu près, parfois même plus si c'est très complexe. Mais pour garder en tête vraiment les facteurs clés de succès, l'idée, c'est de se rapprocher d'un périmètre assez standard pour lancer rapidement quelque chose et vite se confronter au marché. En termes de budget, ça peut coûter entre 50 000 € et plusieurs millions pour certains grands comptes avec lesquels on travaille, qui ont des projets d'intégration plus complexes. Merci Romain. Donc, je passe la parole à Cindy. Mais, enfin, avec Wiv, toi aussi, vous êtes dans la même partie comme Romain. Est-ce que je pense que tu es d'accord avec, en tout cas, le timing, les prix, bon, c'est un peu vaste, mais Complètement pour d'accord, compléter. ça varie énormément d'un projet à l'autre, donc c'est vraiment difficile de donner une fourchette, que ce soit en temps, mais aussi en argent. Tout dépend de la maturité du projet, puisque c'est sûr que la partie technique peut être réalisée très rapidement, mais ce qui est important, c'est la stratégie pour qu'ensuite la plateforme soit bien utilisée et surtout qu'elle vende un maximum. Le but, c'est toujours le ROI par rapport à l'investissement de départ. Donc, je dirais effectivement, comme Romain, on va parler d'un budget qui va démarrer à 3 mois, qui peut durer, qui peut aller jusqu'à une année. Effectivement, coût d'entrée 40 000 - 50 000 € pour une plateforme qui peut aller très loin. Tout dépend des fonctionnalités et de ce qu'on ajoute sur la plateforme. Merci Cynthia. Du coup, Romain, tu as un peu lancé tout à l'heure Eric. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être sur la partie réglementaire. Quel serait le délai minimum? Parce qu'a priori, il y a un délai minimum réglementairement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, dans ces 3 mois minimum, il faut déjà tenir compte du délai réglementaire concernant le dossier qu'il faut présenter auprès de l'autorité de régulation. Et l'autorité de régulation a 2 mois pour répondre. Donc, on peut faire les choses en parallèle, mais au-delà de 2 mois, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que quand on parle de 3 mois, c'est un délai minimum permettant de lancer le premier MVP, donc la première version de sa place de marché. Voilà. Mais ne pas oublier que l'aspect réglementaire du paiement sur une marketplace fait que c'est assez structurant et que donc il faut un délai de minimum de 2-3 mois avant de pouvoir démarrer. Voilà. Merci Eric. Merci. On va passer, si vous êtes d'accord, au temps des questions, parce qu'on a un certain nombre de questions qui arrivent dans le chat. Toujours sur la brique paiement, éventuellement, Eric, on a une question pour vraiment sur la partie encaissement. J'ai actuellement une solution Payline avec nos clients en carte bancaire France, mais qui ne peut pas être appliquée avec nos filiales en Europe. Est-ce que la solution Marketplace propose une solution? Alors oui, bonne question. L'avantage de la régulation aussi, c'est que la régulation, elle est européenne. Et donc, on retrouve dans les différents pays européens, donc de l'Union européenne et espace économique européen, mais aussi, pourquoi pas la Suisse et le UK, on retrouve à peu près les mêmes règles qui s'appliquent quand on fait de l'encaissement pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'on va encaisser des paiements pour le compte des vendeurs. Donc, la partie réglementaire, elle se transpose dans les pays européens assez facilement. Et après, pour la partie technique, il suffit d'avoir une plateforme
qui permet de traiter des paiements européens, alors que ce soit pour des clients, mais aussi pour des vendeurs qui seraient basés en Belgique, en Espagne. Donc oui, dans un marketplace, on peut très bien transposer le modèle sur l'Europe. Après, effectivement, avoir la seule et unique solution de paiement qui va convenir dans le monde entier, ça, c'est un peu plus délicat. Mais au moins, en Europe, on a des solutions maintenant qui permettent de se projeter avec des vendeurs et des clients en Europe. Merci. J'ai une question pour Cynthia. Ça serait, alors désolé, je vous lis mal. Si je commence à vendre mes produits sur une marketplace, n'y a-t-il pas de risque de dégradation d'image pour ma marque? Alors, il y a toujours un risque. Il faut prêter attention à choisir, justement, là où je vais mettre mes produits. Toujours réfléchir à la cohérence. Là, si on est créateur de marketplace, je peux, par exemple, sélectionner, mes vendeurs. Donc je peux choisir des vendeurs qui seront en adéquation avec l'image que je veux donner de ma marque et de mes propres produits. C'est pas toujours, si simple que ça, puisque une fois qu'on a énormément de vendeurs, on peut pas tout maîtriser. Pourquoi pas proposer une charte comme le fait, par exemple, Cdiscount le fait très bien, propose une charte à ses vendeurs de règles, de conformité, de fiches produits, et cetera, pour garder cette image auquel on veut appartenir. Donc faire attention à la cohérence de la plateforme sur laquelle on met ses produits, et puis toujours dans cet aspect de choisir ses partenaires, d'être bien entouré et d'avoir des gens qui sont en adéquation avec nos valeurs. Très bien, merci, c'est très complet. Non, c'est parfait. Je pense que la question a bien été répondue. Romain, il y a une question qui t'est adressée aussi sur le délai moyen pour le retour sur investissement. Alors, ça va dépendre. Et là, on constate qu'il y a une grosse différence entre les marketplaces B2C et les marketplaces B2B. Une marketplace B2C va mettre plus de temps en fait à être rentable qu'une marketplace B2B. Pourquoi? En fait, sur une marketplace B2B, en général, on a des plus gros paniers moyens et on a une plus forte récurrence d'achat. Et surtout, on a aussi un écosystème. En général, quand on lance une marketplace B2B sur un marché, c'est qu'on connaît ce marché. Donc, on connaît déjà des vendeurs et on connaît déjà certains clients. Donc, on a des investissements en termes d'acquisition client, marketing, communication, beaucoup moins élevés qu'en B2C. Donc, tout ça fait qu'en fait, on peut très vite lancer une marketplace B2B, avoir des gros paniers moyens, donc des grosses commissions sur les ventes, avoir une récurrence d'achat dans le B2B qui forcément est naturelle, et avoir en plus un écosystème existant qu'on connaît, qu'on maîtrise. Donc là, sur une marketplace B2B, certains de nos clients sont très rentables très, très vite. Dès 2-3 mois d'activité, ils sont rentables sur leur modèle marketplace. Le B2C, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a des beaucoup plus petits paniers moyens en général. Donc, quand on vend des produits à 20, 30, 40 euros et qu'on prend 10 ou 15% de commission, ça fait des revenus qui sont relativement faibles pour l'opérateur de la marketplace. Et puis surtout, sur le B2C, il faut aller chercher de la masse, on va dire, en acquisition client. Donc, ça demande des investissements en termes de communication et de marketing qui sont souvent considérables. Donc, le ROI est beaucoup plus long à atteindre sur une marketplace B2C que sur une marketplace B2B. D'accord, merci beaucoup. La question. On a d'autres questions encore sur le chat, notamment sur les menaces. Donc, pour un e-commerçant, pourquoi l'arrivée sur son marché d'une marketplace est une menace pour son activité? Je veux bien répondre aussi avec un exemple qui est assez parlant, c'est l'exemple de ManoMano, par exemple. ManoMano, quand ils se sont lancés, c'était au début des années 2010, en fait, ils ont très rapidement agrégé. En fait, ManoMano, c'était 50 développeurs dans un garage, pour faire simple. Et en quelques mois, ils ont réussi à agréger 100 fois plus de références que Leroy Merlin sur leur site, en fait, sur leur plateforme. Donc, la réaction de Leroy Merlin, forcément, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un vrai risque lié à l'arrivée de ManoMano. Et depuis, Leroy Merlin a lancé une marketplace. Mais en fait, le risque du e-commerçant, c'est de se faire en fait complètement dépasser par une plateforme qui, bien plus rapidement et de façon très agile, va embarquer beaucoup plus de références que le site e-commerce en question. Donc, l'exemple de ManoMano est très parlant. Il y en a plein d'autres. Le risque pour un e-commerçant, c'est de se dire, en fait, demain, le e-commerce sera mort parce que les clients vont chercher
des marketplaces. Les acheteurs cherchent des one-stop shops. Là, ils vont trouver tous les produits qu'ils recherchent sur tout l'univers sur lequel ils se concentrent. Donc les e-commerçants seront amenés soit à créer leur marketplace pour agréger les offres complémentaires aux concurrentes, soit à vendre sur les marketplaces du concurrent qui aura monté sa marketplace. J'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez préciser vos questions. Non, très bien, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de checker en même temps. Lisa Pauline de l'autre côté ici, check. Les questions qui... Une sur le juridique, peut-être. Il y en avait une première au tout départ sur le juridique. Où c'était adressé à Romain, mais je pense que sur la partie juridique, on va la poser à Eric, où on comprend bien le modèle économique. Qu'en est-il des aspects juridiques dans la relation opérateur-vendeur, donc en termes de produits vendus, contestation et d'impayés? Si tu peux répondre, Eric. Alors, oui, effectivement, il y a une grosse partie contractuelle entre l'opérateur de la marketplace et les vendeurs. Après, en fonction du domaine dans lequel on se positionne, moi, le domaine que je connais bien, c'est le domaine du paiement. Effectivement, tout ce qui est contestation, impayé, ça, c'est aussi à part entière dans les règles qui sont, entre guillemets, imposées à l'opérateur de la marketplace. Et donc, ça veut dire que l'opérateur, il a aussi intérêt à checker toutes ces clauses juridiques, notamment quand on parle de remboursement, de contestation d'impayés, parce qu'il est à même à supporter une partie importante de ces, entre guillemets, incidents, remboursement, contestation, etc. Et avant de les répercuter sur le vendeur qui est au final concerné. Et donc, cette partie contractuelle et juridique est importante et très importante entre l'opérateur de la marketplace et les vendeurs, et aussi entre l'opérateur de paiement que nous sommes et l'opérateur de la marketplace. Il y a, comme c'est toujours la même chose, un aspect réglementaire. C'est encadré d'une façon juridique. Voilà. Très bien, merci Eric. Du coup, on va conclure. Déjà, on vous remercie tous les trois, que ce soit Cynthia, Romain et Eric, parce que c'était assez complet. On a fait 3 quarts d'heure d'échange. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des questions, vous avez envie de rendez-vous ou quoi que ce soit, déjà, premier contact, ça peut être au niveau de votre banque et votre chargé d'affaires, que ce soit entreprise, pro ou chargé d'affaires grand compte. Sinon, vous allez recevoir un mail en retour de votre invitation sur lequel vous allez pouvoir prendre des rendez-vous, poser des questions et on reprendra contact avec vous et on pourra mettre en relation avec un de nos 3 interlocuteurs ou un chargé d'affaires flux de votre banque pour vous accompagner dans cette mise en place. Voilà, en espérant que tout vous a plu et pour une prochaine table ronde. Avec plaisir. À une prochaine, surtout. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.